faire un spécial IRVE dans le logement collectif, comprendre le métier de l'opérateur. Voilà, tout un programme. Mais c'est un focus qu'on tenait à faire. On en discutait d'ailleurs avec Christophe. Il y a d'autres solutions, mais on en parlera sur d'autres conférences, puisqu'aujourd'hui, on est focus sur le métier de l'opérateur. Et puis, j'avais noté un chiffre là pour rentrer dans la conférence qui était 20%. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ce chiffre, cher conférencier? Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire? Non, c'est pas la commission. J'aimerais bien. Non, c'est la TVA, ça pourrait être la TVA, il faut ouvrir les micros. C'est la part du marché de la vente de véhicules électriques et hybrides. Donc, on voit à quel point les ventes de véhicules électriques progressent. Et donc, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Il faut faire progresser à la fois la recharge pour que les gens achètent des voitures et il faut vendre des voitures aussi pour qu'ils utilisent les recharges. Alors, on s'était dit qu'on ferait peut-être un premier tour de table de présentation, chers conférenciers. Rita, allez, je vous laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Alors, Rita Soukar, moi je suis directrice du développement et des relations institutionnelles chez Logivolt. Donc, Logivolt, qu'est-ce que c'est? C'est la solution de financement pour accélérer la recherche en habitat collectif. Donc, en habitat collectif privé, en copropriété, mais également pour le logement social. Merci Rita. Nicolas, Oui, bonjour à tous. Je suis Nicolas Blanchard, donc manager du pôle ingénierie chez CDC Habitat, un opérateur immobilier filiale de la Caisse des dépôts et de consignation. Et je suis notamment et accessoirement président du comité de certification IRVE auprès de l'AFNOR. très bien. Merci Nicolas. Séverine, Bonjour, moi, je suis Séverine Galen, je suis la responsable communication et partenariat de Borne Recharge Service et de BR Park, notre filiale dédiée à notre client CDC Habitat. Borne Recharge Service, en 2 mots, nous sommes installateurs et opérateurs de bornes et de services de recharge. voilà, merci Séverine. Merci pour cette co-organisation parce qu'on a organisé ça, Séverine, on a organisé cette conférence ensemble avec Borne Recharge Service. Et Christophe, Bonjour à tous. Alors moi, je suis Christophe Levrel et je représente l'ARC, qui est l'association des responsables de copropriété. On vient en aide aux conseillers syndicaux dans leur vie de conseillers syndicaux, alors tant au niveau juridique que technique ou que comptable. Donc moi, j'interviens en tant qu'expert pour tout ce qui n'est pas structurel du bâtiment. Donc tout ce qui n'est pas architectural, ça me concerne. Donc effectivement, les IRVE sont en plein dans mon cœur d'activité en ce moment parce que c'est un sujet qui m'est demandé au moins 3 fois par jour. voilà, donc on voit beaucoup de demandes, mais parce que vous gérez aussi beaucoup Alors vous avez oui, beaucoup de copropriétés. Il y a oui, 15 000 copropriétés quand on oui, un petit regarde. peu plus. On a 18 000 copropriétés adhérentes, ce qui représente, avec à raison de 50 lots par copropriété en moyenne, un nombre considérable d'adhérents, enfin de lots concernés. Et donc à ce titre-là, on est en ce moment, enfin historiquement parisien, mais on a des copropriétés partout en France, voire même dans outre-mer. Voilà, donc merci à vous quatre. Donc on a un plateau équilibré puisqu'on a le logement social, le parc social, on a le parc privé avec vous deux, on a le financeur et puis l'opérateur. Donc là, je pense qu'on va pouvoir répondre, cher public, à toutes vos questions. On avait dit peut-être, pour entrer dans le sujet directement, on avait dit, Séverine, qu'on pourrait commencer par donner quelques chiffres clés pour caler le sujet. Je vous passe la zapette. Tout à fait. Alors, juste quelques mots déjà pour présenter notre activité et bien centrer le débat. Borne Recharge Service, nous intervenons sur les parkings et sur les sites privés, hors sites publics, et avec 3 grands cas d'usage. Le premier pour les particuliers en maison individuelle, où nous installons les bornes dans les garages ou sur les parkings privatifs. Le deuxième, notre cœur de métier auprès des copropriétés et des bailleurs, où nous installons des bornes ou des infrastructures de recharge dédiées. Et enfin, auprès des entreprises, où nous équipons les sites des entreprises, mais également les collaborateurs à leur domicile. Borne Recharge Service est un opérateur référencé pour la solution de financement Logivolt.
Et nous participons de manière très active auprès d'associations du marché, notamment la FOR, dont nous sommes vice-présidents, mais encore l'AVER ou l'AVEM. Quelques mots effectivement sur l'état du marché. Donc, comme le disait Xavier, une part de marché de véhicules neufs, de véhicules électriques en croissance, alors entre 20 et 23% pour l'année 2023. Cette croissance portée par un cadre législatif qui est très favorable, notamment pour ne citer qu'elle, la loi Café, ou alors cette échéance 2035 où les ventes de véhicules thermiques seront interdites. Un contexte aussi d'urbanisme avec l'entrée en vigueur des ZFE, les zones à faible émission. Ou encore pour les entreprises avec des lois de mobilité qui favorisent le verdissement des flottes. Focus maintenant sur la recharge à domicile. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recharge à domicile, c'est le modèle plébiscité des Français pour recharger leur véhicule électrique. En un chiffre, aujourd'hui, plus de 90% des recharges se font à domicile des utilisateurs de véhicules électriques. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, les projections pour les prochaines années affichent une croissance qu'on peut qualifier d'exponentielle. En France, aujourd'hui, près d'un habitant sur deux est en logement collectif, ce qui représente 7 millions de places de parking aujourd'hui à équiper. Ici, sur le graphique, vous voyez le baromètre de la FOR qui suit des indicateurs depuis quelques années. Alors, il y a deux couleurs, je ne sais pas si vous les voyez, mais en bleu, c'est le nombre d'immeubles qui ont signé une convention, donc qui sont prêts à être installés avec une borne, une infrastructure. Et en vert, là, le petit diagramme au-dessus, ce sont les immeubles réellement installés. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe en fait entre l'état de signature et l'installation, qui sont dus essentiellement à des délais techniques ou structurels ou administratifs. Et c'est là tout l'enjeu des opérateurs pour demain, c'est comment on fait pour réduire considérablement ces temps-là. Là, je vous propose qu'on s'attarde quelques instants aussi sur le métier d'opérateur de recharge, qui est souvent réduit au simple électricien installateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une quantité de métiers, de missions et de services au sein de ce métier pour vraiment une clé en main en fait, pour votre projet d'installation. Donc, on retrouve bien sûr cette partie installation avec notre rôle de conseil pour installer le bon matériel, de conseil également en termes de financement et enfin l'installation de la borne ou de l'infra collective. Il y a toute une partie opérateur de recharge sur lequel on va opérer et entretenir le parc de nos bornes avec l'exploitation, la maintenance, la sécurité et également des opérations de téléassistance. Et enfin, une grosse partie sur les services, donc savoir comment on peut, avec les consommations, discriminer les consommations de chaque borne ou de chaque badge pour pouvoir refacturer effectivement la copropriété ou l'entité qui détient ce contrat d'énergie. Il y a certains cas où on installe notre propre PDL et on va aussi donc gérer le contrat d'énergie. Et on est capable aujourd'hui chez Bornes Recharge Service et BR Park de pouvoir gérer heure pleine, heure creuse pour une meilleure utilisation de la borne. Et enfin, le nerf de la guerre aussi, le service client pour pouvoir répondre aux utilisateurs de véhicules électriques. Voilà, on pouvait en rajouter presque un autre camembert qui était aussi tout le conseil qui est en amont, parce qu'on en parlait ce matin sur la conférence, on se disait il y a une grosse part d'audit sur certains métiers, notamment dans les copropriétés, d'accompagnement, de définition de besoins, pour installer ce qui correspond bien aux besoins des usagers. Tout à fait, notre rôle, c'est vraiment d'intervenir et de proposer une solution 360 et clé en main pour l'utilisateur afin de répondre le plus près possible à ses besoins. Et on sait en fonction du cas d'usage qu'il peut être vraiment différent et surtout limite personnalisé à chaque fois. Alors Nicolas, donc on voit là, merci Séverine pour ces chiffres et ce cadrage aussi réglementaire. Donc c'est poussé par une réglementation, hein, aussi bien les entreprises que les logements. Nicolas, il y a un enjeu à accélérer le déploiement. Ce que montrait Séverine aussi, c'est qu'il y a un décalage entre les projets et la réalisation. Et donc ce dont a besoin l'usager, c'est qu'il y ait des bornes qui soient effectivement installées pour pouvoir réellement se recharger.
Effectivement, on vient de voir les chiffres qui sont assez paradoxaux. Et donc, il y a depuis un peu plus d'un an ou deux maintenant un phénomène de nécessité d'accélérer le déploiement de la recharge dans le domaine privé, puisque 90%, on le disait à l'instant, des besoins sont à domicile. Donc, pour moi, ça passe par cette accélération par trois piliers qui sont d'abord ne pas oublier qu'il existe en France le droit à la recharge, le droit à la prise, et que toute personne, et donc quel que soit son lieu d'habitation, a la possibilité d'installer ou de faire installer une borne de recharge sur sa place de stationnement. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour moi le sens, en tout cas, des premiers contextes réglementaires qui sont apparus en France. Le deuxième pilier, c'est les bornes partagées. Pourquoi ? Parce que les bornes partagées me semblent être un des éléments porteurs des nouveaux usages de la mobilité électrique et de la recharge en particulier. C'est une façon de mettre en quelque sorte le pied à l'étrier de la recharge, de s'habituer avant potentiellement de pouvoir faire installer une borne chez soi, qu'on soit dans son logement ou sa maison individuelle ou dans une habitation collective. Et puis, c'est particulièrement intéressant, on le verra par ailleurs, pour accélérer aussi les déploiements sur les parkings extérieurs qui sont extrêmement nombreux dans le logement collectif en France. Le troisième pilier, c'est évidemment de faciliter et d'accélérer les déploiements dans la copropriété. On y reviendra tout à l'heure. Et ça passe évidemment par notamment des décisions en Assemblée générale. On voit qu'on est encore très loin, évidemment, d'atteindre le potentiel éligible à la recharge dans ce milieu-là. Voilà. Alors, comment le faire ? Eh bien, on peut le faire avec plusieurs dispositifs. Le premier, c'est de définir un modèle ou un schéma d'investissement qui permettent de consolider et d'aller chercher un écosystème professionnel de la recharge, ce qui existe en France. Donc là, c'est un petit peu ma casquette de président du comité de qualification IRVE qui me fait dire ça. Donc il y a de nombreux installateurs aujourd'hui et de nombreux professionnels qui rentrent dans ce processus de qualification, mais on est encore loin de la capacité nécessaire pour pouvoir accompagner justement ce phénomène d'accélération. Donc il y a un modèle d'investissement, et on y reviendra tout à l'heure avec le dispositif Logivolt, mais il existe effectivement d'autres modèles. J'ai évoqué, moi, le titre de mon intervention comme un schéma que nous avons développé chez CDC Habitat, qui navigue entre un schéma semi-autonome et un schéma full service. Le semi-autonome veut dire que les infrastructures sont déléguées à un opérateur qui en a la propriété pendant toute une durée d'un contrat cadre ou d'un modèle de concession. Les bornes restent la propriété des utilisateurs. Et le full service, c'est la façon de déléguer tous les services et déléguer toute la responsabilité et la propriété des infrastructures et des services à un opérateur unique. Voilà. Donc, comment y arriver sur ce phénomène et d'accompagner ce phénomène d'accélération ? C'est par le développement de ce type de modèle d'investissement, un écosystème professionnel de la recharge et d'aller chercher un opérateur unique avec lequel on a une relation évidemment privilégiée sur du long terme. Voilà. Un écosystème professionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on part aussi d'un constat, c'est qu'il y a plus de 20% aujourd'hui des Français qui disent que le manque de recharge est un frein à l'achat. Donc ça veut dire que on a un taux important de personnes qui viennent juste se renseigner et puis qui ensuite, compte tenu du parcours client qui peut être plus ou moins difficile, on a vu les délais, on a évoqué avec Séverine les délais tout à l'heure dans la copropriété, peut être un frein et peut représenter un frein. Donc, il y a des personnes qui rebroussent chemin. Et puis, on a aussi un exemple qui n'est pas très efficient sur la qualité de la recharge publique, ce qui donne effectivement un effet sur la recharge privée qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, le marché est porté dans la recharge par la demande privée et de la recharge à domicile. Parce qu'on veut sécuriser la recharge. Et donc, du coup, on est sûr que chez soi, on va pouvoir recharger. C'est plus facile d'aller trouver un installateur professionnel chez soi
qu'aujourd'hui, sur le monde public, d'ailleurs, il y a une réglementation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une réglementation qui s'appelle la FIR, qui vient de paraître et d'être appliquée là, depuis tout récemment, ça fait 2 mois, en France et en Europe, et qui justement a fait ce même constat des difficultés rencontrées sur la recharge publique aujourd'hui, et qui est là pour faciliter les modalités de recharge, la transparence sur les prix de recharge dans le domaine public. Voilà. Et je termine par cet écosystème professionnel auquel moi personnellement je suis très attaché. Un écosystème professionnel, c'est plusieurs raisons et plusieurs effets. C'est d'avoir déjà des installations qui sont faites par des professionnels et qui nous permettent d'obtenir des conformités sur les installations électriques. On n'oublie pas qu'on est dans le réseau électrique, donc dans des extensions de réseau électrique sur des bâtiments d'habitation résidentielle. Donc il est nécessaire d'avoir des dispositions qui nous permettent d'atteindre un certain niveau de sécurité. La deuxième composante aussi d'un opérateur, c'est de pouvoir être en capacité de faire des études de conception, c'est-à-dire de s'assurer de quelle manière on va pouvoir se raccorder sur les installations d'une résidence ou d'une copropriété et d'un parking notamment. Et puis évidemment, le dernier élément qui est extrêmement important et qui va aussi monter en puissance sur le marché de la recharge dans les années à venir, c'est le pilotage de l'énergie pour évidemment répondre au sujet du plan climat ou de l'efficience énergétique. Ouais, on en parlait d'ailleurs hier sur la partie mix énergétique, sur les décalages qu'il y a eu, parce qu'on recharge, on a besoin d'énergie entre 8h et 10h et 18h et 20h. Et donc, il y a des besoins de décaler les appels de charge. Et donc, on sait que l'IRVE peut permettre, en étant piloté correctement, de décaler les recharges quand on n'a pas besoin. Merci pour cette première présentation, là, ce tour d'horizon. On va rentrer donc un peu dans la technique, un peu dans l'architecture. Séverine, est-ce qu'on peut détailler un peu rapidement, je crois que vous avez une diapo rapidement ou pas, on a le temps, sur l'architecture IRVE. Oui. Juste faire un petit rappel, souvent il y a un amalgame qui est fait sur le nom IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et je pense qu'en habitat collectif, il est important de pouvoir bien resituer les deux parties qui composent justement cette infrastructure de recharge. Donc en bleu, donc c'est la partie collective de recharge. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans l'habitat collectif de manière à pouvoir alimenter les bornes. Donc dans cette partie infra-collective, on retrouve le tableau électrique, le matériel de communication qui va permettre de pouvoir communiquer avec les bornes et de faire les remontées, le compteur d'énergie, le disjoncteur et la partie verte, donc ça c'est la partie privative, ça va être la partie qui va concerner l'utilisateur du véhicule électrique. Donc là on retrouve la borne connectée, le chemin de câble, et voilà, c'est cette partie qui va pouvoir permettre l'alimentation du véhicule électrique et la recharge. L'ensemble formant l'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Voilà, il y a ces deux parties séparées. Je parle pour le public qui nous regarde. Cher public, vous aurez les diapositives, parce qu'il y a plein de petits noms qui sont notés dessus. Vous aurez les diapositives à l'issue de la conférence en répondant au questionnaire de satisfaction. Alors, Christophe, pour continuer, là aussi, vous avez des éléments à nous montrer. On a dit qu'on faisait effectivement ce focus sur la partie opérateur. Donc, ce qui était intéressant, c'est aussi que vous nous fassiez un retour d'expérience de la manière dont vous voyez le métier de l'opérateur, vous, ARC, puisque vous avez 18 000 copropriétés. Et puis, je crois que vous avez aussi préparé quelques diapos pour les aides sur cette partie-là. Oui, effectivement. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Effectivement, le droit à la prise, il est important et pour moi, c'est un peu le détonateur de la prise de décision de l'installation d'une infrastructure de recharge collective. Donc, le droit à la prise, il doit être considéré comme tel. C'est la manifestation d'un résident qui dit, d'un résident ou d'un copropriétaire qui dit, moi, j'ai un véhicule électrique, donc je vous demande de mettre en place ou de me laisser mettre en place une installation. Et c'est le début de la réflexion qui est menée dans la copropriété, souvent, quand ce n'est pas le syndic qui amène ce sujet-là lors d'une AG. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser la question. Donc, c'est important. Pour moi, c'est un détonateur.
C'est le fait initiateur, c'est souvent les copropriétaires vous appellent en disant Oui, voilà, en disant, j'ai envie j'achète une voiture et comment je mets alors quels sont mes droits? c'est plus souvent des conseillers syndicaux qui n'ont pas de véhicule électrique, donc qui ne sont pas a priori intéressés, mais comme ils sont confrontés à un résident, un propriétaire ou un résident qui est locataire, qui vient leur dire, bah, moi j'ai un véhicule électrique et comment je fais pour le recharger dans la copro, à ce moment-là, ils commencent à se poser la question. Et c'est à ce moment-là que moi j'aborde le sujet de, bah, faut plutôt, effectivement, vous pouvez pas vous opposer au droit à la prise s'il n'y a pas d'argument technique valable ni juridique, enfin voilà. Et donc le seul moyen de refuser un droit à la prise, et de toute façon vous allez devoir y passer, c'est de réfléchir à une installation collective. Donc il faut le prendre comme ça. Le législateur laisse cette possibilité à la copropriété de dire, bah, écoutez, le droit à la prise c'est bien, mais on a déjà commencé à une réflexion sur le sujet, donc on va le mettre de côté parce qu'il faut faire passer le collectif avant l'individuel, à mon sens. Donc, hop. Oui, parce que de toute manière, avec bon, je ne veux pas rentrer sur le droit à la prise, mais avec la montée en puissance des demandes, on va pas intervenir au cas par cas. Non. Et là, on va Non, et puis le droit, réflexion globale. le droit à la prise, c'est forcément, comme vous le voyez sur l'illustration, on vient se brancher sur le tableau général de la copropriété. À un moment donné, on va pas pouvoir faire 50 droits à la prise dans une même copropriété. Donc, à un moment donné, il va falloir passer sur une autre dimension qui sera l'installation collective avec un compteur qui sera dédié. Donc là, on rentre dans le domaine des opérateurs qui viennent implanter un compteur via Enedis, qui reste toujours l'installateur, et puis qui commence à déployer un réseau et qui déploie surtout des solutions de comptage d'énergie qui sont en lien avec les bornes qui sont installées. Donc le métier de l'opérateur, là, il est important, effectivement, puisque c'est une solution qui est apportée à la copropriété. Donc, quand on regarde, là, je voyais des choses intéressantes, c'est-à-dire que l'opérateur, juste pour détailler la mission, Oui. il rentre en relation avec Enedis, c'est lui qui prend en charge l'ensemble du Oui, dossier. absolument. Il monte les Oui, fait oui, le dossier de prime. il a des contacts effectivement privilégiés avec Enedis, ce que n'a pas forcément la copropriété. Il monte les dossiers de primes parce que c'est aussi un métier. Hein, c'est pas forcément simple, il faut les dimensionner. Et après, une fois que l'installation est mise en place, il gère aussi la relation, c'est-à-dire que ça passe plus par le syndic ou par le conseil syndical. Chaque résident qui veut une borne s'adresse directement à l'opérateur, signe un contrat directement avec lui, et après, la vie de l'installation commence normalement. Enfin, Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Notre rôle, c'est vraiment de pouvoir accompagner les copropriétés et l'habitat collectif d'une manière générale. Donc, bah, on sait qu'il y a parfois pas assez de temps, etc. Donc là, nous, on vient s'occuper de toutes les démarches administratives, que ce soit pour l'obtention des aides, donc on vient collecter l'aide à devenir, mais aussi après dans la relation avec les syndics de copropriété et les utilisateurs, c'est nous qui allons gérer les dossiers, qui allons collecter, qui allons facturer et récolter l'argent. Donc c'est vrai que c'est notre rôle de pouvoir être un partenaire de confiance de façon à pouvoir libérer du temps en copropriété et proposer ce service vraiment général. Oui, bien sûr. Et je pense que l'intervention d'un opérateur permet de libérer les conseillers syndicaux et les syndics, parce qu'une fois que l'opération roule, bah, il y a un numéro qui est affiché dans le hall de l'immeuble en disant si vous voulez prendre une borne, vous appelez tel opérateur. Et ça se passe de manière très transparente, sans que ça n'impacte sur la gestion de la copropriété en aucune manière. Voilà, donc on a compris les points clés du métier de l'opérateur. Alors, si on fait un focus maintenant sur les aides qu'il y a, donc voilà, il y a les aides à devenir. Alors, il y a 2 niveaux d'aide. Les aides collectives, donc, qui sont gérées par l'opérateur, hein, quand on est dans le cadre d'une solution opérateur, c'est l'opérateur qui s'occupe des demandes et qui collecte aussi les aides. Donc, ce sont des C2E, hein, donc des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est des pollueurs qui sont payeurs, en fin de compte. C'est l'avantage, c'est que quelque part, on rétablit un équilibre.
Oui, sur les C2E, pour résumer, on oblige Voilà, on les, a des les- obligés, les- absolument. on oblige les fournisseurs d'énergie à faire des économies d'énergie à leurs clients, pour Oui, résumer. c'est une sorte de compensation Donc, de la pollution qu'ils peuvent provoquer, voilà, globalement. ils financent les économies d'énergie. Absolument. Donc, ces aides sont limitées à 50% du montant des travaux euh, à concurrence de 8 000 euros pour l'infrastructure. Et donc, si vous avez des travaux qui font 10 000 euros, bah, vous aurez 5 000 euros d'aide. Si vous avez des travaux qui font 20 000 euros, vous aurez 8 000 euros d'aide, puisque d'un côté, vous êtes à 50%, de l'autre côté, vous êtes limité à 8 000 euros. De la même manière, pour les travaux de génie civil, s'il doit y en avoir, ce montant, ça représente aussi 50% des travaux avec un montant capé à 3 000 euros. Et en plus, pour les grosses installations au-dessus de 100 véhicules, il y a une aide supplémentaire de 75 euros à partir de la 101e voiture, enfin de la 101e borne, qui est accordée. Donc, si vous avez 200 places de parking, vous avez éventuellement 8 000 euros plus 3 000 euros plus 75 euros par véhicule supplémentaire. Ça permet quand même de faire Oui, des économies. C'est assez ça substantiel. couvre combien des projets, vous, sur votre retour? Alors, Vous allez me dire, ça dépend des projets, ça mais dépend de beaucoup de choses. Ça dépend notamment du coût d'installation des compteurs Enedis, hein, qui peuvent être importants, hein. Quand vous avez une grosse infrastructure, peut-être quelquefois il faut mettre non seulement un compteur, mais aussi peut-être un poste de transformation. Et là, ça peut entraîner des coûts qui sont importants. Euh, donc, c'est compliqué à quantifier, mais en général, sur une installation de taille normale, ça couvre, on va dire, peut-être 75%. Enfin, oui. je laisse la parole à l'opérateur qui sera peut-être qui a une vision plus statistique que moi. Là-dessus, c'est vrai que c'est à chaque fois Pas différent. très différent, donc il faut regarder au cas par cas. Oui, Voilà. il y a des devis à faire, j'imagine. Tout à fait. Et ça, il faut faire tous ces éléments-là avant le vote en AG pour aller avec les devis, les aides et les coûts qui vont être induits. Absolument, le contrat qui doit être amené en AG doit comporter effectivement le coût des travaux, enfin oui, le coût des travaux et puis aussi le coût de chaque borne pour chaque demandeur. Il est hors de question d'arriver en AG sans savoir quel est le montant que l'on va voter. Ensuite, sur les Ensuite, aides. on a une deuxième aide qui est une aide. Alors, est-ce qu'on l'a là? Oui, ok. Donc, dans la solution opérateur, l'aide collective est vraiment gérée intégralement par l'opérateur, hein. Il monte le dossier et il récupère l'aide qui vient en déduction du coût des travaux. Oui, donc l'opérateur fournit un contrat à la copropriété, si je comprends bien, sur lequel la copropriété le vote le vote en AG. Et dans ce contrat, il y a les aides qui Il y a déjà les aides qui sont incluses. Hein. incluses. Ouais. Et l'opérateur gère aussi les aides individuelles qui peuvent être versées par l'État. Donc, c'est des aides qui ont baissé au début de l'année, hein. Elles étaient à 960 euros jusqu'au 31 décembre et elles sont passées à 600 euros. Ça peut être un signal fort puisque ce sont des aides incitatives, que l'incitation on n'a plus tellement besoin d'inciter. Donc, moi, j'ai souvent tendance à dire aux copropriétaires qui s'adressent à moi, dépêchez-vous parce que je pense que la prochaine étape, c'est que les aides vont encore baisser. Donc, Ouais. c'est maintenant que ça se joue. J'ai un petit chiffre à vous donner alors. Allez-y, je vous en prie. Ce matin, il y avait l'AVER qui était avec nous. Je parle sous votre contrôle, Rita, parce que vous connaissez bien ces sujets-là. Il disait que sur les 500 millions d'euros d'aide globale qui avaient été affectés sur le programme à devenir, il y en avait 250 millions qui avaient été consommés. Oui. Donc il reste encore un peu Il reste encore un peu, mais un peu d'argent. on n'est pas encore tout à fait à la moitié de l'année. Voilà, mais on n'a pas. Oui, mais ça c'est le programme global, hein, c'est Ouais. depuis le début. Hein. Ah, d'accord, depuis le début. Oui, donc voilà, mais effectivement, quand on monte en quantité, ben, ça consomme beaucoup plus Oui, de puis financement. on voit, c'est un peu anecdotique, mais la prime à la voiture avec le leasing à 99 euros qui était prévu, ils avaient prévu 25 000 voitures cette année. Ils ont attribué 50 000 aides et ils ont arrêté le programme à la moitié du mois de février alors que c'était censé durer toute l'année. Ouais. Ça veut dire que
le phénomène est en marche. Donc je pense il faut se dépêcher. Il ne faut pas trop réfléchir maintenant. C'est ce que je dis Il faut y souvent aux aller. propriétaires. Il faut y aller. Alors, il y a un crédit d'impôt également? Absolument. Par contre, le crédit d'impôt, il a un peu augmenté, pas suffisamment pour compenser les 360 € de baisse, mais il concerne, on peut aller jusqu'à 2 000 € de crédit d'impôt si on a 2 voitures dans la copropriété et si on a une résidence secondaire et qu'on équipe avec 2 bornes. Ça peut arriver, il faut le dire. Voilà. Et encore une fois, le crédit d'impôt n'a pas besoin de justification de ressources. C'est, quel que soit le montant des revenus, vous avez droit à 500 €. Voilà, merci pour cette présentation. Il y a vos coordonnées dans la diapo. Rita, alors on va compléter le tableau, on va récupérer voilà, la zapette. Il faudrait presque, on a dupliqué le nombre de micros, il faudrait plusieurs zapettes aussi qui simplifieraient la tâche de nos conférenciers. Alors Rita, pour compléter le tableau sur la partie aide et financement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment intervient Logivolt dans l'habitat collectif? Oui, alors effectivement, donc Logivol, tout d'abord, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Donc, on est une filiale à 100%. On a été créé en 2021 et on a été doté de 192 millions pour vraiment accompagner l'accélération de la recharge en habitat collectif. C'est important de le dire pour rebondir sur les aides, c'est qu'effectivement, on peut être assimilé à une aide, mais en fait, on est une vraie solution de financement. Mais comme toute solution, elle aura aussi un terme et donc, c'est vraiment le moment et c'est vraiment l'effet de levier pour accompagner tous ces enjeux. Donc, on a été créé pour plusieurs objectifs. Le premier, et en fait, ils ont tous été évoqués, donc c'est très bien, ça me permettra de résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. Mais effectivement, le premier enjeu, c'est d'accompagner la transition écologique et énergétique. On sait que la mobilité est le premier poste d'émissions de CO2 aujourd'hui, donc en France, en Europe et dans le monde. Sauf que la mobilité qui ne pollue pas est celle qu'on ne fait pas. Et comme on n'est pas encore prêt à ne pas se déplacer, il faut trouver des solutions. Et c'est vrai que le véhicule électrique est une des solutions qui est aujourd'hui la plus prête technologiquement et avec les aides les plus abordables associées à tout ça. Le deuxième frein qu'on vient lever, c'est effectivement les freins financiers, puisque comme on l'a vu, donc que ce soit en habitat collectif privé au sein des copropriétés ou en habitat collectif social pour les bailleurs sociaux, c'est des infrastructures qui coûtent assez cher. En copropriété privée, quand on est un copropriétaire et qu'on veut installer une borne pour avoir sa recharge pour son véhicule électrique, on doit demander l'accord de l'ensemble de la copropriété. Sauf que ceux qui n'ont pas de véhicule électrique ou qui n'en souhaitent pas à court terme sont souvent réticents à payer une infrastructure dont ils ne vont pas bénéficier. Et donc, ils votaient défavorablement ces résolutions d'installation. Avec Logivolt, il n'y a plus ce sujet financier, donc il n'y a plus ce sujet décisionnel en assemblée générale, puisqu'aujourd'hui, c'est Logivolt qui va venir payer ces travaux d'installation et on ne répercutera le coût que sur les utilisateurs de véhicules électriques. Donc ça permet d'apporter une solution de recharge à ceux qui souhaitent se raccorder avec une solution financière la plus adaptée, sans impacter ceux qui ne souhaitent pas rouler à l'électrique tout de suite. Et pour le logement social, c'est la même chose. C'est le même dispositif. Aujourd'hui, le bailleur va avoir une stratégie sur l'ensemble de son patrimoine et c'est Logivol qui va venir prendre à sa charge l'ensemble des coûts financiers. Et par la suite, on ne répercutera le coût que sur les locataires du bailleur qui souhaitent se raccorder. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une solution sans reste à charge pour la copropriété ou le bailleur social et sans reste à charge pour les non-utilisateurs de véhicules électriques. Le deuxième frein qu'on vient lever, ou troisième, c'est effectivement aussi tout l'aspect gestion. Ce qu'on l'a vu, donc c'est l'opérateur qui s'occupera de l'ensemble des dispositifs. Aujourd'hui, on a 12 opérateurs référencés Logivol qui interviennent à la fois sur la partie copropriété privée, mais également sur la partie logement social. Et c'est vraiment un point clé dans le dispositif puisque c'est une solution qui est opérée de bout en bout, c'est-à-dire très en amont, comme on l'a vu avec tous les aspects conseils auprès des syndics, mais également auprès des bailleurs. Mais par la suite, l'ensemble des travaux seront pris en charge par l'opérateur. Donc, c'est l'opérateur qui va venir installer l'infrastructure collective, qui va venir par la suite installer les bornes et donc avoir toute la relation, que ce soit avec les copropriétaires ou avec les locataires, et qui va également venir par la suite gérer les flux financiers. C'est très important parce que ça veut dire que ce soit pour le syndic de copropriété ou pour le bailleur social, il n'y a entre guillemets rien à faire à part mettre la décision à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, voter pour l'opérateur avec la solution Logivol pour le financement et pour le bailleur social, ils sont soumis à la commande publique, donc il y a quand même un petit peu plus de travail à faire parce qu'il faut lancer un appel d'offres. Mais dès lors que l'opérateur est retenu, c'est vraiment l'opérateur qui va gérer l'ensemble du dispositif de A à Z.
Et enfin, le troisième aspect donc, qu'on a vu effectivement, c'est aussi de pouvoir apporter un coût modéré pour l'utilisateur de véhicules électriques. Parce qu'on apporte une solution, donc on permet vraiment d'accélérer les choses au sein de l'habitat collectif. Néanmoins, aujourd'hui, le frein premier pour un utilisateur, c'est malgré tout l'aspect financier. Donc il y a l'aspect financier lié au véhicule électrique, l'aspect financier lié à la borne, mais il y a également cet aspect financier pour accéder à la recharge via une infrastructure collective. Donc avec notre dispositif, on permet vraiment de réduire les coûts en réimpactant la quote-part de chacun sur une durée, puisqu'on va vraiment amortir sur du long terme. C'est nous qui finançons et on prend le risque du taux de pénétration sur 15 ans en copropriété et sur 25 ans en logement social pour vraiment apporter une solution financière tout en lissant les coûts pour chaque utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on finance concrètement? Donc, effectivement, Séverine a présenté ce qu'était une infrastructure collective. Pour préciser vraiment le financement de Logivolt, on va venir financer tout ce qui est en bleu sur le schéma. Donc, la partie 1 qui est le point de livraison dédié à l'infrastructure, donc qui est bien séparé des communs. Tout ce qui est tableau de transformation qui va permettre effectivement de raccorder par la suite l'ensemble des bornes et toute la partie collective avec les câblages et les rails qui vont permettre vraiment, c'est ce qui va permettre de ramener sur chaque place de parking une borne par la suite. C'est très important parce que ça permet aussi de se dire qu'avec notre préfinancement, on va venir installer cette infrastructure sur l'ensemble des places du parking, de la copropriété ou du parking du logement social. Et il n'y aura pas besoin de se poser la question de si moi je suis à l'autre bout du parking ou si je suis au 2e ou 3e étage, est-ce que je vais pouvoir me raccorder? Avec une solution telle que la nôtre, c'est vraiment un prééquipement à 100% et toute personne qui souhaitera se raccorder pourra le faire. La seule chose qu'on ne prendra du coup pas à notre charge, c'est effectivement ce qu'on appelle l'infrastructure privative. Donc, c'est les bornes qui sont propriété du locataire ou du propriétaire, puisqu'il va pouvoir potentiellement repartir avec s'il déménage. Donc, ça, c'est vraiment la propriété de chacun. Par contre, au vu également de la typologie des parkings, parfois, il y aura des travaux de GRD supplémentaires à faire. Et ça, on pourra également les intégrer au financement pour, encore une fois, réduire l'ensemble des coûts qui vont pouvoir être impacter soit sur la copropriété, soit sur le bailleur social. Donc, un petit point un peu technique, mais je ne rentrerai pas tellement dans le détail, mais simplement pour dire qu'il y a 2 modèles juridiques différents pour la copropriété privée ou pour le logement social. En effet, en copropriété privée, c'est des contrats de droit privé. Donc, on va signer un contrat avec le syndic de copropriété, l'opérateur et nous. On est engagé sur 15 ans, donc on va porter le financement, on va porter le risque du taux de pénétration, donc on va patienter que les raccordements se fassent au fur et à mesure du contrat, ce qui permet à ceux qui veulent un véhicule électrique tout de suite de pouvoir en bénéficier, tout en laissant l'opportunité à ceux qui ne sont pas encore décidés de prendre le temps de la réflexion et de passer à l'électrique au fur et à mesure de la convention. Et donc, ils vont effectivement pouvoir le passer au même prix puisque ça aura été voté en Assemblée générale. Et pour le bailleur social, donc c'est un appel d'offres que le bailleur social va devoir faire. Là, on ne raisonne plus immeuble par immeuble comme en copropriété privée, mais vraiment sur tout ou partie du parc du bailleur. Ce sera à sa décision en fonction de sa volonté, de sa typologie de parking. Mais on va vraiment raisonner au global, ce qui va permettre au bailleur d'offrir une solution clé en main pour son locataire, puisqu'il aura retenu un opérateur qui va venir gérer l'ensemble de son patrimoine. C'est aussi très sécurisant pour lui, puisque finalement, il aura la maîtrise malgré tout de l'opérateur qui va intervenir sur l'ensemble de son parc, tout en offrant un service identique et au même prix pour l'ensemble des locataires, quelle que soit la typologie de logement social et quelle que soit la géographie de ce logement. Donc, juste un aspect un peu propriété, c'est effectivement par rapport... c'est un peu aussi tout l'intérêt de l'offre Logivolt, c'est que nous, on va financer tous ces travaux. On finance les travaux d'infrastructure, mais on n'a pas vocation à rester propriétaire de cette infrastructure à la fin. Donc, que ce soit dans l'offre copropriété privée ou dans l'offre bailleur social, à la fin des conventions, la propriété de cette infrastructure revient à chacun, donc à la copropriété ou au bailleur. Et effectivement, ça vient valoriser le bien par la suite, que ce soit pour la revente ou que ce soit pour la location. Faut juste bien distinguer la propriété de l'infrastructure de son exploitation. C'est pas parce qu'on en est propriétaire qu'on aura l'obligation de l'exploiter. Il faudra reconventionner avec un opérateur pour qu'il poursuive l'exploitation de cette dernière. Par contre, c'est vraiment un plus de pouvoir être propriétaire de cette infrastructure sans en avoir porté l'investissement initialement. Et donc, nous, chez Logivolt, on fait vraiment le pari que c'est cette infrastructure qui va pouvoir apporter la borne et pas l'inverse. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'on va attendre que les véhicules électriques arrivent pour demander une borne, pour par la suite massifier et
déployer des infrastructures collectives sur l'ensemble de l'habitat collectif, alors qu'on constate l'inverse, on constate que finalement, c'est vraiment, et comme l'a bien dit Nicolas, il faut rassurer aujourd'hui l'utilisateur pour qu'il puisse se dire « je vais pouvoir rentrer chez moi, me raccorder et recharger mon véhicule électrique sans stress et pouvoir repartir le lendemain en étant certain que mon véhicule sera bien chargé ». Et on peut faire le parallèle avec les pistes cyclables. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de cyclistes que depuis qu'il y a des pistes cyclables déployées partout sur le territoire. Vous dites ça pour me faire plaisir, Rita. Donc, c'est effectivement les pistes cyclables, elles sont vides au début et on voit bien après qu'elles sont complètes. On a fait une expérience avec Benjamin et Morgane mardi. Il y avait du monde, je peux vous dire, sur les pistes cyclables. C'est tout le Donc, mal qu'on se souhaite sur les infrastructures collectives. non, mais c'est bien normal. Alors, peut-être, Nicolas, alors là, Rita, vous avez fait le passage de témoin presque. Nous, là, comme Christophe a fait le témoignage dans la copropriété, vous, est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage, vous, pourquoi vous êtes passé par un opérateur, quels étaient les bénéfices attendus, comment ça s'est passé sur le projet? Bon, voilà, on aimerait avoir la vraie vie. C'est bien de vous avoir tous les deux, Christophe et Nicolas, parce que là, on a des cas concrets qu'on peut regarder. Alors effectivement, merci. Comme vous pouvez le voir, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille sur la meilleure façon de répondre à la fois à la demande qui est croissante, hein, et en particulier depuis quelques années, et boostée par exemple comme des effets sur le leasing évidemment social qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, et plus on va s'approcher de 2035, cette échéance qui est importante, hein, encore une fois, l'arrêt de la fabrication du thermique, on va avoir évidemment, à mon avis, une demande croissante exponentielle. Le modèle, donc j'évoquais tout à l'heure le système de modèle et quel est le schéma d'investissement qui peut correspondre à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, encore une fois, dans le résidentiel et dans nos parkings, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs d'ailleurs. Il nous est apparu, nous, en 2014 et dès 2014, que le modèle concessif, c'est-à-dire mettre en place une forme d'accord cadre avec un opérateur unique, comme j'évoquais tout à l'heure, professionnel et dans un écosystème professionnel, et encadré, est apparu comme la solution tout de suite évidente, pour 3 raisons principales qui sont évoquées ici. D'abord, répondre effectivement à la demande et surtout être attentif au parcours client, qui peut être semé d'embûches en fait dans le moment où il demande à installer une borne et le moment où il va véritablement pouvoir se recharger. Et donc ça, on imaginait déjà dans le temps qu'il pouvait y avoir tout un tas d'événements dans les pratiques quotidiennes, et notamment le fait de déménager effectivement sa borne, ou de déménager et de pouvoir emmener sa borne, comme aujourd'hui on part avec sa box Internet sous le bras. C'est un peu le principe. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la borne doit être attachée au véhicule. C'est très important. Elle correspond en fait à un besoin du véhicule et à un besoin d'usage de la personne qui l'utilise. La borne n'a rien à être attachée à l'immeuble. C'est pas une chaudière individuelle, quoi. Enfin voilà. Il y a vraiment un rapport de mobilité dans ce système de recharge. Le deuxième élément, c'est la sécurité. On l'a évoqué à plusieurs reprises. On n'a pas envie de voir tout un tas d'installateurs que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas aujourd'hui établir en tant que confiance, élément de confiance qui intervient dans un domaine privé. Donc il y a un schéma de sécurité qui est important, d'où la recherche d'une consultation qui permet de retenir un opérateur unique et qui va répondre à un cahier des charges ou à un certain niveau d'exigence. Oui, vous voulez dire, si ça se passe bien, vous savez qui aller voir. Si ça se passe mal, vous savez qui aller voir aussi. Et là, il n'y a pas 36 intervenants. Oui. Exactement. Surtout dans le système de droit à la prise, où, encore une fois, de base, un utilisateur, un locataire ou un copropriétaire peut demander à faire intervenir un installateur de son propre choix, sans que pour autant on puisse s'y opposer, évidemment, s'il n'y a pas d'infrastructure collective. Donc c'était ça le sujet, c'était une vraie problématique, y compris ensuite dans le devenir des infrastructures qui resterait la propriété, encore une fois, du copropriétaire ou du locataire dans le logement collectif. Troisième élément porteur du modèle concessif ou d'un modèle de schéma d'investissement sous forme d'accord cadre, sur plusieurs années et qui s'inscrit encore une fois sur le long terme. On l'a vu avec le système de préfinancement Logivolt. On s'inscrit vraiment sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Hein. Donc c'est important.
c'est les services supplémentaires qui peuvent être apportés par cet opérateur privilégié et qui a accès à nos parkings. Encore une fois, pour nos clients, c'est la possibilité de lui offrir une exploitation de réseau efficiente, un service après-vente, des applications sur lesquelles il va pouvoir piloter sa recharge ou ses besoins, d'avoir des badges qui sécurisent évidemment la recharge aussi pour qu'il ne puisse pas y avoir d'autres personnes qui viennent se brancher sur les bornes. Donc ça peut être effectivement des sujets qui nous ont tout de suite, nous, intéressés, en fait, de sécuriser à la fois la réponse, la sécurité dans nos immeubles, et puis les services qui peuvent être portés sur ces infrastructures qui sont exploités par des opérateurs sur du long terme. Il faut faire attention au temps, hein, je vous dis. Exactement. Donc, je poursuis très rapidement, effectivement, sur ce retour d'expérience. La concession est devenue la solution la plus adaptée pour nous. Donc, pour plusieurs raisons, on a un installateur unique, on a un opérateur qui exploite les infrastructures, qui les maintient en termes d'entretien, qui supervise évidemment l'exploitation de ces infrastructures, qui maîtrise le pilotage énergétique lorsque dans nos parkings on aura des dizaines de bornes, notamment pour les parkings les plus importants, qui exploite évidemment les services qui sont associés sur ces infrastructures et à qui, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on peut déléguer les aides, comme ça a été précisé tout à l'heure. Voilà, c'est un modèle qui nous a paru évidemment le plus efficient. Vous aviez des chiffres là, je vois, il y avait quelques montants avant. Oui. Ça, c'était alors, quoi alors ça, c'est ce qui nous a permis effectivement c'est pour notre public, hein, de donner quelques éléments de chiffres. Voilà, oui. c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'adresser une offre attractive à nos clients, avec une offre extrêmement claire qui est en 3 composantes. J'achète ma borne. On a vu que c'était le principe de base aujourd'hui en France pour obtenir le maximum d'aide. Je paye un abonnement qui me permet d'avoir accès au service et notamment la facturation individuelle de mes consommations dans mon parking. Et je paye uniquement ce que je recharge. Donc en fait, il y a un mois, ma voiture reste immobilisée, je paye 0. Je roule 30 km, je paye ce mois-ci 30 km. Donc, dans le coût d'achat de la borne, il y a aussi l'infrastructure là qui est Tout à fait. donc il y a la borne et l'infrastructure, le paiement, le remboursement de Logivolt, hein, c'est ça? Je vois que Xavier me regarde. Du coup, dans la concession de CDC Habitat, comme elle a été lancée en 2020, Logivolt n'existait pas encore. Donc, il n'y a pas de préfinancement Logivolt. Ah oui. Mais effectivement, si on était dans une concession financée par Logivolt, il y aurait un loyer infrastructure qui vient effectivement rembourser les travaux d'infrastructure, plus le loyer opérateur pour l'abonnement, donc lié à la maintenance à la borne et la consommation en réel. Compris. Donc, il y a 2 loyers. Voilà, il y a 2 loyers et le tout a été travaillé de façon à ce que ce soit le plus absorbable pour les locataires d'un logement social. Et donc aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler avec les opérateurs référencés qui répondent aux appels d'offres pour proposer des loyers autour de 25 à 30 euros maximum, tout compris. Voilà, c'est pour donner un chiffre. Alors, il y avait un dernier tableau là, de chiffres pour vous. Oui, c'était juste pour donner quelques effectivement, éléments de retour d'expérience sur la concession et ce qu'elle représente chez CDC Habitat. On est sur plus de 110 000 places éligibles à la recharge, extérieures et intérieures, réparties sur 6 000 résidences. On a un peu plus de 140 résidences aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont équipées d'infrastructures de recharge collective. On a à peu près 200 demandes qui sont en cours d'adressage aujourd'hui pour une offre. Et donc là, c'est à l'heure où on parle. Hein, et on a un peu plus de 200 bornes aujourd'hui qui ont été installées sur notre réseau, finalement, qu'on appelle aujourd'hui une station-service de recharge dans le milieu résidentiel. Donc ça nous donne un ordre d'idée un petit peu de ce que représente aujourd'hui ce type de modèle avec un opérateur unique. On a à peu près 30% des demandes sur les parkings extérieurs, 30% aussi des demandes en copropriété, puisque nous gérons beaucoup de logements en copropriété aussi chez CDC Habitat. Et puis, un marché qu'on a du mal à adresser aujourd'hui et sur lequel on a certainement des efforts à faire, c'est sur la maison individuelle et le logement individuel, où on n'a que 7% de taux de pénétration aujourd'hui. Ça veut dire que les gens doivent encore aujourd'hui se débrouiller par eux-mêmes et ne pas forcément aller chercher un opérateur
dans la maison individuelle. Ouais. Séverine, quand c'est des marchés comme ça, finalement, il y a un volume énorme, hein. Je vois en nombre de logements, en nombre de bâtiments, qui est à peu près équivalent, dans toute proportion gardée, avec ce que le patrimoine de l'Arc. Hein. J'ai compris 6 000 logements versus 6 000 6 000 bâtiments, résidences. résidences versus 18 000. Bon, je ne veux pas regarder, je veux pas faire la guerre des chiffres, mais donc on voit qu'il y a un volume énorme. Est-ce que quand c'est comme ça, finalement, l'opérateur, il dédie une équipe aux clients ou à CDC Habitat ou vous mutualisez? Comment ça Alors, se passe? Parce il faut répondre à la demande. C'est des volumes incroyables là, de gens qui vous appellent. aujourd'hui, oui, il faut savoir qu'on a développé une entité à part, BR Park, Ah oui. qui est vraiment dédiée pour répondre à notre client CDC Habitat, donc qui a été formée pour répondre aux demandes spécifiques du bailleur, aux demandes spécifiques des locataires, et qui va pouvoir accompagner vraiment le bailleur sur la gestion des utilisateurs, pouvoir répondre par exemple si un utilisateur a besoin d'un badge supplémentaire. Donc il a un numéro de téléphone dédié, des personnes dédiées au bout du fil qui vont pouvoir lui répondre et puis traiter ces demandes en fait de la vie de tous les jours, de demande de badge, de relevé de consommation, de facturation. Oui, et puis il connaît le parc. J'imagine vous avez travaillé ensemble Voilà, ça a été sur la aussi connaissance un du parc. travail commun Ouais. pour pouvoir mettre ça en place. Je crois qu'il y avait une dernière diapo. Oui, je voulais juste effectivement donner dans ce retour d'expérience quelques éléments d'enseignement ou d'ouverture sur l'avenir. D'abord être vigilant effectivement dans les constructions neuves, à ne pas trop anticiper la demande. Voilà, je pense qu'il faut l'accompagner, la demande, progressivement. Et s'il y a à anticiper, il est important pour moi d'anticiper avec des solutions de recharge partagées sur des parkings extérieurs. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, sur les 110 000 places, par exemple, de CDC Habitat, il y en a à peu près 60% qui sont en extérieur. Donc, c'est forcément un capital important à adresser et qui vont faire l'objet d'une progression de la demande dans les mois et dans les années qui viennent. Être très attentif aussi au respect du marché libre. Voilà, le marché des opérateurs est un marché libre en Europe aujourd'hui. Attentif au droit à la recharge, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure. Et puis ne pas oublier qu'il n'y a pas d'exclusivité d'un opérateur dans un parking. Voilà. Tout opérateur, encore une fois, dans un marché libre, a la possibilité de répondre à la demande des utilisateurs. Voilà. Un message d'avenir, c'est que pour moi, l'avenir de la recharge et des opérateurs, il est au pilotage, à la connectivité évidemment des bornes, à l'évolution technologique dans cet écosystème de la recharge avec l'évolution des batteries. On le voit aujourd'hui, ça fait l'objet d'une certaine sortie médiatique, l'évolution des véhicules électriques aussi, et l'évolution technologique des bornes, et à l'interopérabilité évidemment de ces solutions dans les parkings d'habitation. Voilà. Toutes ces évolutions, eh bien, pour toutes ces évolutions et ces messages d'avenir, il y a le métier d'opérateur qui est au centre. Ouais. Si on regarde, merci Nicolas pour cette présentation, ce retour d'expérience. Et puis vous êtes venu en plus pour la conférence, vous avez pris le train pour venir, et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Christophe, je vous parle à tous les trois d'ailleurs, ou à tous les quatre. Combien de temps entre le moment où finalement un particulier, une personne vient dire voilà, j'ai le droit à la prise, et puis le moment où l'infrastructure est déployée, et puis on peut connecter réellement sa voiture. Est-ce que vous avez des. Alors, Je vous moi, pose la question à tous. Moi, j'ai l'habitude de dire que le temps de la copro est un temps long parce Ah, qu'il non. y a des phases de décision qui sont un peu les assemblées générales, donc qui sont pratiquement annuelles. On fait rarement une Ouais. assemblée générale exceptionnelle pour décider d'une installation d'IRVE. Enfin, j'en ai pas encore vu. À cela viennent s'ajouter les délais structurels de mise en place des compteurs par Enedis, c'est une grosse machine qui est compliquée à mettre en route. Ils n'ont pas Euh, un temps. Ils ont un temps, un temps limite, c'est quoi? limite, Vous connaissez le qui nom? est de, je crois, 6 et 8 mois. ouais, 6 mois, normalement 6 mois. Et ensuite, alors en ce qui concerne les On sait pas colonnes trop. horizontales, ils ont une pénalité de 0,55% par semaine de dépassement. Ouais. Donc il y Donc, a des mais pénalités, oui. il y a Mais des pénalités. uniquement effectivement pour la solution colonne horizontale, pas Absolument. forcément pour la solution Ouais, oui. opérateur. Ouais. Et effectivement, c'est en moyenne annoncé 6 mois. En fonction des besoins du parking, on voit que déjà, c'est déjà un peu plus que 6 mois, c'est en moyenne 8 à 10 mois dans les faits. Et si c'est des parkings plus importants qui vont nécessiter des points de livraison ou des travaux encore plus importants, ça peut aller jusqu'à 1 an. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas forcément toujours. On a souvent tendance à avoir les propriétaires qui ont un véhicule électrique et qui demandent la borne à leur syndic ou à leur bailleur.
Et en fait, il faut vraiment, pour le coup, anticiper le besoin du véhicule pour d'ores et déjà faire les demandes parce qu'effectivement, il peut se passer minimum 1 an avant de pouvoir effectivement raccorder son véhicule. Même un peu plus que ça, là, Séverine, je passe Oui. sous votre contrôle. J'imagine le moment de monter le dossier, le moment de voter, et puis après, il faut déployer. Il se passe. Oui, Vous voilà, avez ça, des- vous ça avez- peut être très long. Après, ça fait effectivement l'objet d'un des défis pour les opérateurs de demain, c'est tendre à réduire ces délais, parce qu'on s'aperçoit qu'entre voilà, l'initiative du projet et la première recharge, il y a ce temps incompressible, parfois technique, ce temps incompressible, parfois administratif. Et voilà, vos exemples là le montrent. On parle de 6 mois, on parle d'1 an, et voilà, c'est trop long aujourd'hui pour pouvoir accompagner la croissance des véhicules électriques, Ouais. aujourd'hui et surtout demain. Donc là, vous travaillez là-dessus. Donc il y a une bonne équation, mais il faut qu'on finisse sur les sujets. Mais il y a un bon équilibre à trouver, hein. Ne pas investir trop tôt, parce qu'on comprend qu'on brûle du capital alors qu'il n'y aura pas forcément de voiture, mais investir au bon moment. Donc c'est ça qu'il faut trouver, hein. C'est ça que vous avez fait au niveau de CDC Habitat et vous, Logivolt, oui. Alors oui, effectivement, il ne faut pas investir trop tôt et en même temps avec une solution telle que Logivolt. Aujourd'hui, c'est Logivolt qui investit, donc c'est nous qui prenons vraiment Ouais. les risques. Et en plus, on prend ces risques-là parce qu'on a conscience qu'effectivement, il y a des temps un petit peu longs, mais c'est simplement des retards qui vont être rattrapés dans le temps. Donc finalement, et même pour un bailleur social, c'est encore d'autant plus important parce que la demande n'est pas forcément présente aujourd'hui chez les locataires, mais on a fait des études qui prouvent que d'ici à 2-3 ans, la demande va s'accélérer également dans le logement social. Et finalement, entre la connaissance du parc social d'un bailleur social et entre la mise en œuvre d'un appel d'offres, entre lancer l'appel d'offres, retenir son opérateur, etc., on sera très facilement arrivé à ces 3 ans. Donc, Oui. il faut quand même un petit peu anticiper pour être prêt au moment où la demande sera présente. C'est aussi vrai dans la copropriété, même si effectivement les délais sont plus autour d'1 an, Ouais. 18 mois maximum. Je crois que vous avez une diapo là, tiens, on va la présenter, Benjamin, pour vous, Rita, là, qui donne un peu les perspectives, oui. Oui, c'était aussi un petit peu pour finir quand même sur effectivement tout cet aspect croissance. Donc aujourd'hui, Logivolt a été créé en 2021, en juillet 2021, donc pas encore 3 ans. On a déjà 4100 copropriétés qui ont choisi notre solution, ce qui représente 71 000 places raccordables à terme. Et on est en discussion avancée avec 3 bailleurs sociaux, ce qui représente 55 000 places raccordables. On voit qu'effectivement l'écart est, on a 3 bailleurs pour 55 000 places et 4100 copros pour 71 000 places, mais parce que d'un côté on raisonne immeuble par immeuble et de l'autre côté on raisonne sur le parc social du bailleur. Merci, Séverine. Pour terminer, on a plein de questions, on ne pourra pas les prendre, hein. Mais Séverine, on va en prendre une ou deux. Séverine, pour terminer, si on regarde les défis là, pour les... Oui. Là, on en avait parlé d'ailleurs en réunion de calage, on a fait une réunion de calage. Voilà. Est-ce qu'on parle de ce Complètement. défi-là ou pas de ce défi-là? Je vous ai présenté au départ le marché du véhicule électrique et on a vu que sur les prévisions, on allait avoir une croissance assez exponentielle en termes de recharge à domicile et en termes même de vente de véhicules électriques. Nicolas en parlait tout à l'heure, 60% des places du parc sont en extérieur, en parking d'extérieur, et ça pour nous, ça représente un vrai défi. Alors, pas d'un point de vue technique, parce qu'aujourd'hui, mettre une borne sur un parking extérieur, les opérateurs savent faire, mais plutôt d'un point de vue coût et investissement. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs, on a vraiment besoin de proposer une offre cohérente avec un financement adapté. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, 1 mètre de tranchée fini et rebouché, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc aujourd'hui, voilà, ça représente un vrai investissement. Et en termes de coûts, l'installation d'une borne parking électrique, les coûts sont 3 à 5 fois plus chers que dans un parking intérieur. Ça, il faut le savoir. Donc il y a un sujet à travailler encore. Il y a un sujet à travailler. On a une belle feuille de route, hein. Ouais. D'un point de vue aussi défi, on parle de plus en plus d'un sujet qui est en train de se réveiller, c'est le sujet des bornes partagées, qui d'ailleurs pourrait être une solution pour équiper ces parkings extérieurs. Le fait de mutualiser l'équipement à plusieurs. Voilà, donc ça, c'est une solution qu'on pourrait aussi trouver à l'extérieur. Voilà, ça nécessite juste de pouvoir accepter certaines contraintes qui sont liées, comme au domaine public, de pouvoir être civilisé avec les places, libérer les places, etc. Puis, il y a peut-être un aspect d'éducation, parce qu'en ce moment, les gens, ils ont un peu peur de manquer de possibilités de recharger leur voiture, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas encore l'usage de ce type de fonctionnement-là. Donc ils se disent, il faut que je recharge tous les soirs, et autrement, je vais tomber en panne. Il y a de la Il pédagogie y a de la à faire. pédagogie à Tout faire, à je fait. pense, sur les besoins à assouvir en termes d'énergie.
L'interopérabilité, je reviens très vite dessus parce que Nicolas l'a bien présenté, c'est le fait qu'aujourd'hui, le marché libre, on devrait pouvoir se raccorder et choisir l'opérateur, mais il manque encore le petit cadre législatif qui va permettre de bien acter ça dans la loi et de permettre à l'utilisateur de choisir véritablement l'opérateur pour leur recharge. Et enfin, voilà, pour refermer la boucle, on parlait délais. Aujourd'hui, comment on fait pour réduire ces délais qui va permettre de lancer le projet et d'être équipé le plus rapidement possible. Donc voilà, une feuille de route bien complète, bien chargée, auquel il nous tarde de relever. Allez, je prends une question, parce qu'on a dépassé le temps. Yacine, désolé, vous avez posé plein de questions. Je prends une question, c'est est-ce que les immeubles de 10 parkings en extérieur est-il éligible à Logivolt? Voilà, c'est des questions. Très bonne question. C'est effectivement souvent un point que je ne présente pas et qui revient toujours en question. Ah. Dans l'offre copropriété privée aujourd'hui, les parkings qui sont éligibles sont les parkings de 20 places minimum et en intérieur. Pourquoi pas moins de 20 places? Parce qu'effectivement, une infrastructure collective pour un parking inférieur à 20 places ne nécessite pas forcément un portage financier sur 15 ans. Ça peut être plus facilement absorbé par les copropriétaires. Et pourquoi l'intérieur? C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, les solutions pour les parkings extérieurs ne sont pas encore suffisamment rentables économiquement, mais on y travaille, comme l'a bien précisé Séverine. Donc, on espère pouvoir apporter une solution le plus rapidement possible. Et en logement social, comme c'est effectivement un raisonnement sur le parc global du bailleur, on va intégrer l'ensemble de la typologie des parkings, mais c'est vrai que quand on a une majorité de parking extérieur, le coût, la promesse en tout cas qu'on veut apporter d'avoir un coût modéré n'est pas facile à tenir. Donc il y a encore sur l'extérieur effectivement des avancées à faire. Voilà, on voyait que ça faisait partie des sujets. Voilà, merci. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous pour cette présentation.